Bonsoir, du coup pour l'actualité qu'il y a eu donc pour le côté cinématographique, sur le côté exclu d'avoir pu avoir vu en avant-première Gladiator 2, et bah déjà ce qui me surprend assez, bon bien sûr toujours pareil, les haters qui détestent avec des raisons, tout ça et compagnie, qui demandent d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils vont au ciné, pourquoi ils vont payer une place, vu que tu sais que leur vie c'est toujours détester les trucs, cash, direct. Moi ce qui m'intéresse c'est l'évolution du cinéma. Alors, avant de parler à la fois du film, il faut quand même parler de l'évolution graphique et surtout de l'IA. Pour les connaisseurs de vraiment l'intelligence artificielle, de l'aide de l'IA génératrice d'images, ceux qui ont pu voir les vidéos et ce de quoi je parle, c'est que la vidéo générique de Gladiator 2, on sait que c'est de l'IA qui date de plus de 2 ans, qui avait ce défaut par rapport au niveau des yeux, qui n'arrivait pas à faire des mauvaises couleurs, des mauvaises filtrates et des mauvaises lignes circulaires qui ne correspondaient pas du tout au niveau des yeux des personnes. Donc on voit que c'est pas dessiné à la main, ça a été fait par de l'IA à la va-vite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le plan culturel, c'est que ce film, normalement, était prévu un tout petit peu après Maverick, déjà dans les bacs et compagnie, vu qu'en 2023, Gladiator 2 aurait pu sortir. Ils ont préféré prendre le temps, préparer tout ça, sur un gros budget de 200 millions. Ça, c'est sur l'aspect vraiment, ce premier sujet qui m'intéresse énormément. Sur l'aspect du film, ce n'est pas ce que j'appelle un copier-coller par rapport au numéro 1. Il y a une vraie intrigue que, bien évidemment, les trailers ont quand même balancé directement. Lucius, le personnage principal du numéro 2, est le fils de Maximus. Bon, ok, son second fils. Pourquoi pas? Après tout, tout est possible. Ce qui est assez intéressant, c'est comment le personnage a-t-il évolué de son enfance à cet adulte avec son histoire. J'évite le spoil. Mais surtout, les rôles charismatiques de Denzel Washington et des deux empereurs jumeaux. Et je dois admettre un truc, ce que j'ai adoré. Joaquin Phoenix, dans le premier, on voit ce mec fou, légèrement tyrannique, complètement obsessionnel par rapport à ses idéaux et tout ça. Et Joaquin Phoenix, c'était une perfection dans ce rôle, on va pas se mentir. Là, les deux mecs qui ont joué le rôle, franchement, c'était titanesque. La folie totale, la manière complètement dézinguée, en vrai, Pollux Castor, mais complètement déglingué de base. Franchement, ils étaient extra. Ces deux acteurs, franchement, c'est magistral. Il y a certains personnages qui reviennent du premier opus, bien évidemment. La mère de Lucius. Mais alors, par contre, j'ai 2-3 trucs par rapport au sénateur. Moi, il me semblait que l'un des deux acteurs a été fait, et je pense qu'ils ont fait une face dessus pour remettre un mec mort dessus pour nous montrer le personnage. Après, il faudrait que je revoie mes sources sur ça, mais ça, c'est le petit doute perso. En soi, sur le plan historique, alors il y a eu beaucoup de critiques sur les faits que ça colle pas avec l'histoire, on va pas se mentir. Bon, je vais faire simple, le coup de l'amphithéâtre rempli de flotte, ça a existé. C'est sûr que foutre des requins, c'est pas très crédible. C'est le côté hollywoodien, donc là c'est pour le plaisir. Le coup de monter le rhinocéros avec le truc, c'est pareil, c'est vraiment hollywoodien. C'est le même délire que 300, donc en fait c'est pour vendre, c'est pour vraiment mettre en haleine le spectateur. Donc il faut aussi accepter un truc, parce que les gens qui critiquent entre ce qui n'est ou ce qui n'est pas réel dans le domaine de l'époque antique, bah, c'est du divertissement. Vous avez des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Et comme on n'était pas réellement à l'époque, on peut combler en imaginant ou en spéculant des trucs juste pour le plaisir visuel. Ça, voilà, ça c'est l'impression que j'ai en tant que spectateur et dans le domaine historique. L'histoire en lui-même, c'est que ce film, pour moi, ce qui m'a plu, entre cette intrigue, cette construction de ce personnage principal pour Lucius, jusqu'au dénouement final, bah honnêtement, j'ai été très surpris de la chose. Et c'est là où ce qui est très compliqué, parce que bien évidemment vous allez voir ce film, mais ce qui m'ennuie depuis quelque temps, c'est que maintenant ceux qui vont voir les films critiquent directement pour dire n'y allez pas, ça vaut rien, il n'y a pas d'intéressement avec un film. Vous achetez un billet, vous vous dites laissez-moi découvrir la surprise pour découvrir de mes propres yeux si réellement ce film sera à mon goût, parce que tous les goûts sont différents pour l'un ou pour l'autre, on est entièrement d'accord sur le fait. Mais on a attendu 24 ans, presque 25 ans pour Gladiator 2. Moi j'ai eu l'impression, je vais vous avouer un truc,
c'est que je suis revenu en arrière dans le temps en me disant « Putain, c'est magistral, entre les effets, l'histoire, c'est vraiment beau d'avoir mis autant, parce que Paramount te met le paquet hein, quand il fait un truc avec les scénarios et tout ça. Franchement, on se laisse prendre avec grand amour sur le sujet. J'ai pas été un seul moment à me dire ouais c'est un peu long tout ça. Il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué, qui étaient plaisantes. C'était vraiment un moment où je me suis dit c'était un bon film péplum en 2024, à bientôt pour cette fin d'année, où franchement ce qu'on espérait voir, on l'a eu. Et ça fait vraiment ce passage de Russell Crowe justement avec l'autre acteur. Franchement, j'ai trouvé ça magistral. Et c'est ça que, ce qui est dommage, c'est que les gens, quand ils voient un film qui leur a plu, automatiquement ils vont le dézinguer parce que ce n'est pas ce qu'ils espèrent. En fait, les mecs se prennent pour des scénaristes. Moi, je dis, je veux bien sur le papier. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi se dire que ils ont fait un putain de budget, même pour Denzel Washington. Petite anecdote, c'est la première fois de sa carrière qu'il n'a jamais participé à un film à plus de 200 millions. C'est pour vous dire que normalement, ils en espèrent une sacrée belle réussite. D'après ce que j'ai pu voir des témoignages pour les cinémas américains, c'est déjà un blockbuster. On va pas se mentir. En France, le problème, parce qu'il y a toujours le côté râleur malheureusement, c'est tout de suite on dézingue et c'est toujours la même chanson. Et c'est ça qui me dérange. C'est que vous avez un péplum. Un péplum, c'est d'un film qui parle dans l'ancien temps, généralement pour l'époque antique, romaine, grecque et autres. Vous avez des trucs qui, des fois, ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils espèrent. Et c'est dans cette autocritique négative, ce qui m'ennuie le plus dans le film. Gladiator Ier avait pas mal de défauts historiques, que Ridley Scott avait quand même un petit peu mitigé. On n'a pas fait toute une histoire en 2000-2001 quand il est sorti le film. Mais là, aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas automatiquement, ça dézingue. Bon, ben je dis ok, bon, si vous voulez. Il y a un truc aussi que j'ai trouvé assez fascinant, que je ne trouvais pas dans le premier. Les gladiateurs n'avaient qu'un temps de légère apparition dans le film. Et là, c'est beaucoup plus mis en avant que le premier opus. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était très important quand même sur le sujet. Tout l'univers de Gladiator numéro 1 se situait uniquement dans l'arène et à l'extérieur. Majoritairement, les gladiateurs sont mis beaucoup plus à l'honneur. Surtout par rapport à ce qu'ils sont, entre ceux qui sont de l'extérieur et de l'intérieur, ceux qui ont donc obtenu ou leur liberté, ou qui se sont réconciliés dans une nouvelle vie. Ce que j'ai adoré, c'est de voir celui qui a obtenu sa liberté, qui est donc dans un corps de métier très intéressant que je ne ferai pas pour le spoil, et justement qui reste toujours dans le milieu à aider les autres gladiateurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que quelque chose qui est culturellement parlant, qu'est-ce qu'un gladiateur sur le plan de l'Antiquité? Un mec qui était esclave, qui devait se battre pour espérer vivre et espérer être gracié. Et une fois ça, il redevenait à la fois un homme libre, donc un citoyen romain. Et l'aspect historique est très plus porté que le numéro 1 d'ailleurs, c'est que l'on voit réellement l'évolution de la civilisation romaine, à la fois bien évidemment de son déclin, et la décadence qui explose cet empire qui était pourtant exponentiellement vaste, riche de richesses culturelles. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que sur le plan cinématographique, on vous apprend des petites choses à travers de ce qui a été l'apothéose d'une civilisation avant son effondrement. Et ça, je trouve ça très passionnant sur le plan justement du cinéma, c'est qu'il faut s'intéresser à travers un film de l'époque, de ce qu'elle a été tirée et ce que le réalisateur a voulu justement mettre en avant. Et moi, ce qui m'a le plus fait fasciner, hein, parce qu'il y a aussi les effets spéciaux, quand vous voyez l'univers de la ville Rome, avec une quintessence de beau temple, de maisons romaines, on est passé à un niveau qui, grâce à l'informatique, on le voit hein, par rapport au niveau des effets de production, elle est magistrale. Regardez le premier opus, la splendeur qu'on voyait du Colisée, vite fait de l'intérieur à l'extérieur, on voyait très peu Rome. Et là, c'est le populus complet, tout le peuple. De l'extérieur de la ville, et aussi de la belle porte justement de la Louve et de Romulus Rémus, c'était magistral.
Il y a beaucoup de clins d'œil cinématographiques qui m'ont plu, tels que pour les anciens Playpom, justement la route où les chrétiens étaient crucifiés, pour la route de Quo Vadis, pour justement la porte de Romulus Remus, où les fameux chrétiens à l'époque se faisaient justement pendre et tout ça, ou cramer à l'extérieur de la ville, ou dans les rues de Rome. Donc il y a quand même des choses vraiment très riches dans ce domaine. Sur le plan des conquêtes, et ce qui est assez intéressant, il y a eu on va dire une légère sous-illusion du réalisateur. Imaginez que l'Empire romain donc voulait aller au-delà, la Perse et l'Inde, que bien plus tard que ça aurait été pour Alexandre le Grand. Vous vous rendez compte que c'est quand même très riche. Tout ça, moi ça m'a plu sur le plan historique. Le film en plus est à la fois plaisant, les scènes d'action, et ça cette particularité, elle m'a énormément plu. Les scènes de combat sont-elles réalistes? Eh bien, sur un plan tactique de guerre maritime, terrestre, ça se marie bien. Et il y a un effet spécial qui est quand même un peu légèrement abusé personnellement, où on a l'impression qu'il y a des bombes qui explosent quand les mecs balancent des jarres d'huile et compagnie, et que ça fait un effet genre explosion suprême. Mais ça, bon, admettons, ça c'est pour le côté hollywoodien. Sur la partie de combat, d'épée, je trouve que les coordinations de combattants sont beaucoup plus complexes et vraiment mieux maîtrisées que dans le premier opus, où on a quelques coups d'épée, vissa. Là, les boucliers, les épées, les lances, c'est beaucoup plus riche sur le plan militaire et sur le plan des armes à main. Si vous regardez bien le premier opus, pour ceux qui l'ont connu, il y a une légère différence et ça se ressent sur le plan du combat. C'est beaucoup plus travaillé pour les chorégraphies, comme pour les parties justement des placements des soldats qui se battent. Par exemple, quand un soldat va se faire frapper par un mastodonte, comment le corps réagit sur le pilier, c'est beaucoup plus crédible que lorsqu'il y a la bataille de chars, les chars égyptiens ou grecs, ou dans le premier opus. Vous voyez à peu près, c'était trop mal fait. C'était pas très crédible, mais c'était super pour l'époque. Ça, c'est vraiment du plus et du moins, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est la vision du spectateur, et puis surtout sur ce qui pourrait être vrai dans la réalité. Et pour la conclusion, moi ce que je vais vous dire, ce film dure approximativement 2h10, 2h20. La petite BO du 1, on l'entend dans nos oreilles et ça fait un sacré beau plaisir sur ce plan auditif. Ce qui, je pense, pour certains pourrait vous plaire. Si vous avez aimé tous les anciens Péplum, sur le côté récent, comme pour 300 et tout ça, je pense que vous serez conquis et je pense que ce film va être un sacré beau carton. Ça, c'est mon avis. Si les gens détestent ou pas, ça, chacun a son point de vue. Mais je pense que c'est franchement une super attente pour cette production. Et je n'attends qu'une chose, bien évidemment, dans ma collection, c'est de pouvoir l'avoir en plus. Donc voilà pour cette vidéo. Et je vous dis du coup pour une prochaine vidéo sur justement un côté beaucoup plus par contre vintage. A bientôt.